Faut-il prendre en compte la concurrence pour fixer ses tarifs? Alors, c'est une question qu'on me pose, qu'on se pose très souvent, qu'on me pose très souvent. Dois-je m'adapter à la concurrence? Par exemple, si ma concurrence dans le même secteur géographique, dans la même pratique, qui a la même pratique que moi, si fait mon concurrent fait 70 € par exemple la séance d'une heure, est-ce que je dois m'aligner sur ces tarifs-là? Alors c'est une question qu'on se pose très souvent, je vais y répondre tout de suite. Moi c'est Salim, je suis Salim Bouterface, je suis créateur du site lecoindespraticiens.fr, je suis coach en stratégie marketing, j'aide les praticiens en bien-être à se développer sans stress et avec les bons outils. Alors la question du tarif m'a été posée par une praticienne il y a quelques jours. Alors, on va dire il y a deux écoles, il y a deux façons de faire. Donc soit vous fixez votre tarif en vous alignant sur la concurrence, ça c'est un premier point, mais ça pose quand même quelques problèmes. C'est-à-dire que si on fait ça, surtout quand on débute, on se dit voilà de quel droit, quelle légitimité j'ai par exemple à fixer une prestation qui coûte 70 € chez le concurrent. Donc moi je viens de rentrer sur le marché, j'ai peut-être pas vraiment les bonnes compétences pour facturer ce prix-là. Donc la personne peut-être qu'elle est là depuis des années, voilà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. De quel droit je peux facturer avec le même prix, le même tarif? Et ça pose problème parce que le fait de penser comme ça nous met dans une posture alors peut-être pas d'infériorité, mais on est en position basse. On doute, on est dans le doute, et ça se ressent. Alors comment ça se ressent? Ça se ressent psychologiquement déjà, émotionnellement, et puis ça se ressent aussi dans la tenue de la séance. C'est-à-dire quand on va faire ces séances-là à 1 heure, en fait on va toujours déborder, on aura cette tendance à déborder, parce que quelque part on se dit je suis trop cher pour les personnes, c'est malhonnête de leur faire payer ça, donc je suis encore un novice ou une novice. Ce que je vais faire, c'est que je vais allonger le temps de la séance. C'est comme si, voilà, on compensait en fait ce manque d'expérience avec un petit peu de temps. Parce qu'on se dit, voilà, le temps c'est de l'argent, donc je vais en rajouter un peu. Comme ça, je tombe j'équilibre la chose. C'est problématique de réfléchir comme ça parce que premièrement, les personnes ne sont pas forcément au courant que vous êtes une novice ou un novice. Ça ne se voit pas si vous ne le montrez pas. Deuxièmement, il y a aussi cette idée qui voudrait que quand on fait ces métiers-là, on a une obligation de résultat, parce que c'est vrai que quand on fait ses études, ses certifications, ses diplômes, on parle toujours du résultat. C'est comment arrêter de fumer, comment cesser comment arrêter vous voyez. Donc on est dans cette logique de résultat, donc on est orienté résultat, comme on dit. Et le problème, c'est que ça se confond avec l'aspect, on va dire, légal, qui voudrait que dans ces métiers-là, on a plutôt une obligation d'effort, mais pas de résultat. Parce que le changement peut se faire, mais pour se faire de manière intéressante, de manière concrète, il y a énormément de paramètres. Parmi les paramètres qu'on ne gère pas, l'implication de la personne. C'est-à-dire que on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut avoir toute la bonne certification du monde, si la personne n'est pas impliquée dans ce changement, ça marchera pas. Si par exemple la personne n'est pas impliquée dans le temps, si on sait que pour certaines problématiques il faut absolument faire un minimum de 2-3 séances et que la personne ne vienne qu'une fois, on sait que ça donnera pas de résultat. Donc il y a énormément de paramètres qu'on ne gère pas. Il faut partir du principe qu'on est là pour aider les gens à aller vers le mieux-être avec tous les outils qu'on a et les circonstances qui sont les nôtres. Donc on n'est pas dans une obligation de résultat. Donc fixer ses tarifs avec cette logique-là, c'est problématique. C'est-à-dire le fait de s'aligner systématiquement, c'est pas bon. Alors, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est la question de l'expérience aussi, de l'autre côté. On va remuer un peu le couteau dans la plaie. C'est que une personne, par exemple, qui a une valeur perçue très forte, c'est-à-dire qui est perçue dans le marché comme quelqu'un de très compétent et très ancien, va pouvoir, ou qui a une méthode qui est différente de la nôtre, ou qui a une méthode singulière qui marche, ou que cette personne a prouvé, est perçue comme quelqu'un qui a une méthode qui marche, cette personne-là peut se permettre d'augmenter un petit peu ses tarifs. Du coup, le fait de s'aligner sur les tarifs de ce prestataire, est-ce que c'est pas problématique? Parce qu'on n'est pas vraiment, en fait, on ne compare que ce qui est comparable. Alors là, du coup, ça pose un problème. C'est quelque chose qui n'est pas comparable. Alors ça, c'est un premier élément. Après, moi, à mon sens, pour prendre ces décisions-là, par exemple pour fixer ces tarifs, alors le tarif c'est très spécifique hein, comme schmilblick, hein, parce que en fait il renvoie à beaucoup de choses. L'argent, le prix de la prestation,
ne renvoie pas forcément à une notion comptable, il renvoie à quelque chose d'autre. Donc c'est premièrement un signal qu'on envoie à sa clientèle. Il y a des praticiens qui ont des tarifs trop bas, et ça c'est pas du tout bon, parce que ils pensent bien faire pour les autres, ils pensent bien faire pour soi, pour se développer. Mais ce tarif trop bas a deux conséquences fâcheuses. La première, c'est la dévaluation. Vous allez vous auto-dévaluer, donc les personnes vont vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas trop cher, donc peut-être que la qualité n'est pas assez bonne, peut-être que l'accompagnement n'est pas bon, donc il y aura moins de sérieux dans le suivi de votre... Puis même, l'image que vous allez renvoyer ne sera pas bonne. Et puis deuxièmement, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est que ce tarif trop bas ne vous permettra pas d'être indépendante, et pour ce faire, vous devez avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui est épuisant. Pour avoir tous ces clientèles-là, il faut aussi redoubler d'efforts en termes de communication. Donc ça vous fait beaucoup d'efforts pour peu de choses, et finalement, il y a des praticiens qui se retrouvent, après avoir quitté le salariat, après s'être barrés de leur travail, ils se retrouvent en fait dans une situation de salariat déguisé. C'est-à-dire qu'ils sont salariés finalement, non plus d'un patron, mais de leur peur. C'est-à-dire qu'ils travaillent trop pour pas assez, et finalement ils se posent la question, est-ce que je suis fait pour ce métier-là ou pas? Est-ce que je suis faite pour ce métier-là ou pas? Alors que la question, elle n'est pas là du tout. La question, elle est sur la perception qu'on a de sa propre valeur et puis de ce qu'on apporte aux gens. Donc l'un des éléments, et je voulais laisser cet élément-là à la fin, l'un des éléments qui permet justement d'avoir des tarifs justes, c'est vrai qu'il faut regarder ce qui se passe dans son bassin, dans son contexte, quels sont les tarifs pratiqués. Le premier élément, c'est la rentabilité. C'est-à-dire qu'à partir de quel chiffre d'affaires par mois je suis rentable, dans le sens où je paie, c'est-à-dire je paie toutes mes charges et puis j'arrive à me dégager un revenu. Ce revenu-là est très important. On n'est pas en mode Picsou. Le but, c'est pas de s'enrichir, hein, mais le but, c'est la première priorité, c'est nous-mêmes. Si on n'est pas indépendant financièrement, on ne pourra pas aller très loin dans ces métiers-là. Dans notre cabinet, on ne peut pas aider les gens qu'on veut aider. Donc on n'a pas vraiment d'impact autour de nous sur la vie des gens. Pour avoir cet impact-là, il est obligatoire, il est nécessaire d'être indépendant financièrement pour ne se concentrer que sur son métier. Ne plus avoir ne plus se tracasser avec cette idée de est-ce que je vais payer mes charges, est-ce que je vais rentrer dans mes clous, est-ce que je peux payer des cadeaux à mes enfants, est-ce que je peux continuer à me former, etc. Donc la question la plus importante, c'est quel est mon seuil de rentabilité? À partir de quel montant par mois je peux me dégager un revenu et être tranquille? À partir de là, en fait, cette question du tarif devient beaucoup plus factuelle, beaucoup plus contrôlable. Elle sort de cette sphère émotionnelle, purement émotionnelle, pour ne devenir qu'une composante technique et concrète et facilement prévisible et prédictible. Donc, on prend sur 25 jours travaillés, par exemple, si on enlève les week-ends, sur 25 jours travaillés, j'ai besoin, par exemple, de toucher 1200, 1300 en net. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais rajouter toutes les charges que j'ai, les cotisations, etc. Je vais tomber, par exemple, sur 2000 € en chiffre d'affaires. Donc, 2000 €, je mets 2000 € divisé par 25. Et là, j'ai le chiffre d'affaires journalier que je dois rentrer. Et c'est à partir de là que je vais savoir qu'il me faut un client à 80 €, par exemple, ou un client et demi, bon, on se comprend, un client et demi par jour, c'est-à-dire 1 à 2 clients par jour pour être rentable. Donc cette question ensuite, quand j'ai cette donnée-là technique, je me dis, je regarde ce que fait la concurrence, et là je peux savoir est-ce que je suis bien ou pas. Ce calcul-là permet déjà de savoir si dans ma concurrence il y a des gens qui se dévaluent ou pas. Parce que la première donnée à prendre en compte, c'est la rentabilité, c'est est-ce que je peux me dégager un revenu pour pouvoir vivre de cette activité. Donc à mon sens, c'est vraiment l'un des points les plus importants. C'est pas le plus important, mais c'est parmi les points importants à prendre en compte pour fixer ses tarifs. Et parfois, il ne faut pas trop regarder la concurrence parce que non seulement elle se dévalue, mais aussi on ne compare que ce qui est comparable, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que est-ce que votre prestation, celle que vous offrez, celle que vous mettez à disposition aux gens, est-ce que cette prestation correspond vraiment à la prestation du prestataire qui est en face? Parce que peut-être vous n'avez pas les mêmes formations, vous n'avez pas la même méthode, peut-être que voilà. Si on est par exemple naturopathe, la première séance généralement dure beaucoup plus longtemps que les autres séances. Ça peut durer 1h30. Pour de l'hypnothérapie, ça peut durer peut-être pas 1h30, ça peut durer 1 heure. 1h10 au lieu de 45 minutes, etc. Donc, à vous de voir comment ça se goupille au niveau de votre pratique en elle-même. Avant que j'oublie, donc,
J'organise un atelier création de contenu spécial dédicace aux praticiens en bien-être. Si vous êtes intéressé, allez sur le groupe privé Facebook Praticiens, faites décoller votre activité. Je vous dis à tout à l'heure.